何が起きたんだ。うわ、なんだこの道。爆発で火のない道ができた。なんだか知らねえがありがてえ。おーい、あれ船だ。船が見えるぞ。この道は海岸へ続いてる。辿っていけば逃げられるぞ。再び火が回る前に逃げろ。この国こそ世界の未来の縮図だ。いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。もし諦めたら悔いが残る。自由のため共に戦う意志のある者はこの船に乗れ。お前の父の名はモンキー D ドラゴン。Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon et les Amiraux. Dans cette vidéo on parlera d'un aspect très important de la puissance de Dragon. Son futur est lié aux Amiraux, donc on va également parler d'eux. On me demande souvent de parler d'eux en détail, il est temps pour moi de le faire. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, et pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Avant de commencer, Glenna m'a envoyé un kit pour fêter le tome 100 qui arrive. J'ai donc eu l'immense chance de le recevoir et ça fait très plaisir. Le One Piece Color Walk 8 qui est dispo, les recettes de Sanji qui sont dispo, mais également le magazine 8 qui est dispo. Regardez un peu ces magnifiques berries, c'est incroyable. Gros merci à l'éditeur officiel de One Piece en France pour l'envoi. D'ailleurs, ils m'ont également posé quelques questions. Voici mes réponses que je montre ici. Ça fait plaisir de savoir que l'Euro Jackson est reconnu à sa juste valeur. Le tome 100 arrive très prochainement. L'aventure continue. Oui. On serait tenté d'affirmer que les Amiraux vont combattre les Mugiwara. C'est effectivement une possibilité, mais c'est très loin d'être sûr. En effet, les véritables ennemis des Amiraux, c'est les Revo menés par Dragon. La marine, c'est la force du GM. Au niveau du GM, tout en haut, on a le Gorosei. En chef nommé au niveau du commandement, on a Kong. Kong qui est le commandant. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'ère de Goldie Roger, l'amiral en chef était Kong. Quand Sengoku a démissionné, c'est à lui qu'il a recommandé Aokiji. Le Gorosei est donc le supérieur de Kong, qui est le supérieur de l'amiral en chef, qui est le supérieur des Amiraux. Les Amiraux veulent exterminer la piraterie, mais les pirates comme les Mugiwara ne veulent pas exterminer la marine. Il y a plusieurs types de pirates, et les Mugiwara sont de ceux qui ne veulent pas mettre un terme à la marine. Alors que les Revo, eux, c'est différent. Ils veulent changer le système. Ils veulent dégager les Tenryubito, donc ce sont les pires ennemis du GM, donc de la marine. Les Amiraux peuvent donc affronter les Mugi, mais ils doivent affronter les Revo. La marine est égale à un équipage d'empereur, et les Revo représentent également un équipage d'empereur. Je n'invente rien, ce que je dis là est factuel. L'équilibre des forces se tenait parce que les Yonko sont ennemis et parce que les Shichibukai étaient liés à la marine. Écoutez-moi bien, c'est très important. Aujourd'hui même, on va mettre un terme à un pseudo-débat. Pour beaucoup, la marine est égale à 4 équipages d'empereurs réunis. C'est très simple, est-ce que les Shichibukai peuvent être égales à 4 équipages d'empereurs réunis? Répondez juste à la question. Est-il envisageable que ce soit le cas? Eh bien la réponse est non. Jamais de la vie les Shichibukai peuvent être égales à 4 équipages d'empereurs. Au grand maximum, les Shichibukai sont égales à un seul équipage d'empereurs. Eh bien écoutez ça, factuellement il est écrit noir sur blanc dans l'œuvre que les Shichibukai est une instance aussi puissante que la marine. Oui, vous ne rêvez pas. Shichibukai égale marine. La marine peut-elle être égale aux 4 Yonko? La réponse est non. Voici une parfaite démonstration de l'Euro Jackson. Le problème c'est que beaucoup interprètent très mal cette formulation. Les 4 empereurs. Les empereurs ne sont pas alliés. Chaque équipage d'empereurs représente donc une force à part entière. C'est écrit les 4 empereurs pour ne pas écrire un équipage d'empereurs parmi les 4. C'est bien plus simple de dire les 4 empereurs. Voici donc le véritable équilibre mondial. Les empereurs sont ennemis.
Un équipage d'empereur égale un équipage d'empereur. Un équipage d'empereur égale la marine. Les Shichibukai sont l'aile marine, donc la marine a de quoi se protéger. Ça ne vous rappelle rien? Exactement. C'est ce qu'il s'est passé sur Marineford. Voilà pourquoi sur Marineford, Barbe Blanche partait sur un désavantage. Voilà pourquoi le GM cherchait toujours un remplaçant quand un corsaire perdait sa place. Voilà pourquoi la fin des Shichibukai fait peur à Akainu. Voilà pourquoi il a besoin du SSG de Vegapunk, comme il le dit si bien. La marine est égale à un équipage d'empereur. Maintenant que c'est clair, parlons des amiraux et de Dragon. Le duo Akainu Kizaru peut combattre à 2 contre 1 Monkey D. Dragon. Dragon a le niveau empereur, Akainu et Kizaru ont le niveau amiral. Akainu a combattu Aokiji pendant 10 jours, il a donc le niveau amiral. Inutile de chercher loin. Si Sabo ne combat pas Akainu, Dragon va le combattre, avec Kizaru en plus. On l'a déjà vu ensemble, pour un niveau en pleine forme comme Dragon, il faut au moins 2 amiraux. Alors oui, on pourrait croire qu'Akainu a le niveau d'empereur, mais on ne peut pas l'affirmer. Encore une fois, il a combattu Aokiji pendant 10 jours. 10 jours. Il a été dit qu'ils avaient une puissance équivalente, c'est officiel. C'est très simple, tous les amiraux ont le même niveau. Voilà pourquoi je parle de niveau amiral. On ne peut décemment pas dire Akainu niveau empereur, Aokiji niveau empereur et Kizaru niveau amiral. Il faut rester honnête et cohérent. Les trois ont le même niveau, le niveau d'amiral. Par contre, attention, il est possible que seul Akainu ait actuellement, et j'insiste bien sur le actuellement, un niveau supérieur. En effet, peut-être qu'il a éveillé son fruit. Peut-être qu'il est le seul. Par contre, actuellement, on n'a pas d'infos. Jusqu'à preuve du contraire, il a le niveau amiral. Le niveau d'Aokiji. Aokiji qui a galéré à combattre Jose et qui a dû le prendre par surprise. Jose a le niveau de commandant d'empereur, donc le niveau était équivalent au niveau d'Aokiji. Inutile de revenir dessus, normalement tout le monde a compris. Il faudrait 2 amiraux contre Dragon. Passons maintenant au point Kizaru. Kizaru est un excellent personnage. Il a un excellent chara-design, il a un excellent fruit démoniaque et il le gère parfaitement. Kizaru est un personnage que j'aime beaucoup, tout comme beaucoup d'entre vous. Maintenant, au-delà de ça, parlons objectivement de sa puissance. Je vais commencer par répondre à une certaine problématique. Kizaru est-il trop surestimé? Dans l'œuvre, on a des personnages qui sont beaucoup trop sous-estimés, comme par exemple Shiki ou encore Magellan. Mais qu'en est-il réellement des personnages surestimés? Kizaru est-il l'un des leurs? En fait, ce n'est pas Kizaru qui est surestimé, c'est son pouvoir. Zephyr a clairement dit à Kizaru qu'il surestimait ses capacités. Il lui a dit ça pour une raison très simple. Le fruit de Kizaru est le fruit de la lumière. Le Pika Pika no Mi. En fait, beaucoup croient qu'il est limite imbattable car potentiellement intouchable. La lumière va à une vitesse totalement folle, on est d'accord. Par contre, ce que beaucoup oublient, c'est que dans One Piece, il existe le Haki de l'observation. Avec ce Haki, on peut suivre les déplacements, même si les déplacements vont à la vitesse de la lumière. Kizaru avait déployé sa vitesse, et pourtant Rayleigh l'a stoppé et l'a touché. D'ailleurs, il l'a carrément fait saigner. En fait, en fonction du Haki, on peut voir Kizaru. Avec un très bon Haki, on peut le voir. Un pirate comme Marco peut parfaitement combattre Kizaru. La preuve, après son coup de pied, Kizaru a refusé de partir en combat en 1 contre 1. De plus, il existe une limite au fruit de la lumière. Il ne peut pas se déplacer comme il le veut. Ses déplacements doivent être droits. Du coup, Kizaru a un très gros niveau, mais il est très loin d'être intouchable et donc imbattable. En fait, c'est comme pour Katakuri qui voit dans le futur. À l'époque, c'était incroyable et beaucoup le voyaient comme étant imbattable. On avait vu qu'avec une meilleure vitesse et un meilleur HDO, le fil pourrait le toucher. C'est ce qu'il s'est passé. Pour Kizaru, c'est pareil. Il n'est pas imbattable et on peut le toucher. Au début de Marineford, Kizaru attaquait Newgate. Il a surtout attaqué pour estimer sa puissance solo par rapport à lui. Par rapport à Barbe Blanche. C'est comme pour Mihawk, il a attaqué pour voir la différence entre lui et Newgate. Après le coup de pied de Marco, Kizaru s'est relevé. La question est donc, pourquoi est-ce qu'il ne combat pas Marco en 1 contre 1? Pourquoi? S'il était réellement bien supérieur à lui, il serait parti le combattre. Surtout que Marco a eu l'affront de lui envoyer un très gros coup de pied devant tout le monde. Il l'a dégagé. La réponse est simple, parce qu'ils ont le même niveau et qu'un combat aurait duré longtemps. Tout simplement. Il a préféré attendre que Marco soit distrait et menotté. Prenons l'exemple de Mihawk. Mr. One l'a attaqué. Réponse immédiate, hop, un sale coup pour le démonter. On est dans une logique pure de puissance et de combat. Mihawk pouvait le démonter rapidement, donc il l'a démonté rapidement. Pour Marco, Kizaru n'a pas combattu après le coup de pied. Conclusion, il ne pouvait pas le démonter rapidement. Voyons donc un amiral comme un commandant. Voyons Kizaru comme un commandant du Yonko. Kizaru a-t-il de grandes chances contre un niveau empereur comme Dragon solo? La réponse est non.
Kizaru a clairement dit que pour arrêter Rayleigh vieux, la marine devait être préparée minutieusement. Il a dit que ce n'était pas le cas, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Ce que je vous dis là est factuel. Comment expliquer qu'un amiral avoue clairement être incapable d'arrêter un ancien niveau Yonko, désormais vieux? Eh bien justement parce qu'un amiral seul n'a pas de grande chance contre un niveau Yonko. Kizaru n'aurait donc pas de grande chance contre Dragon. Par contre, à 2 contre 1, les amiraux peuvent gagner. On a 2 exemples des plus parfaits dans l'œuvre. Inutile de chercher loin, l'auteur monsieur Eiichiro Oda a déjà tout donné. Marineford, Akainu seul, pensait pouvoir vaincre Newgate. Malgré une crise de cœur et un niveau affaibli, Barbe Blanche a gagné son 1 contre 1 rapidement. Deuxième exemple, Shiki contre Garp et Sengoku. Sengoku pensait pouvoir gagner en 1 contre 1 contre Shiki. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien si. Akainu. Akainu qui a fini par comprendre qu'en 1 contre 1, il ne pouvait pas gagner. Finalement, Sengoku a eu besoin de Garp. Sengoku a eu l'intelligence de se battre avec Garp contre Shiki. Malgré un 2 contre 1, le combat était long. La moitié de Marineford a été détruit. Annihilé. Résumons. Un Yonko malade contre un amiral, combat rapide et victoire du Yonko. Un Yonko contre 2 amiraux, combat long avec destruction de la moitié du QG de la marine. Conclusion, contre Dragon, il faut bel et bien 2 amiraux. Pour les combattre, il pourra compter sur un fruit si l'on a bel et bien mangé un. Hormis ce potentiel fruit, Dragon a le Haki. La question est donc, peut-il parfaitement les combattre avec juste, entre guillemets juste, un HDA pourquoi pas éveillé et un HDO pourquoi pas éveillé? La réponse est non. Pour parfaitement les combattre, il lui faut quelque chose de plus. Ce pouvoir, c'est plus qu'un Haki des rois offensif. C'est un Haki des rois éveillé. Dragon a le Haki des rois offensif, mais surtout un Haki des rois éveillé. Dragon est un véritable monstre de puissance. L'auteur a introduit le Haki des rois offensif sur Nigashima pour nous préparer à la suite. La suite, c'est surtout 2 hommes, Shanks et Dragon. Ces 2 hommes ont un Haki des rois qui dépasse l'entendement. L'homme le plus recherché au monde. Monkey D. Dragon. La prime, c'est la dangerosité, mais surtout la puissance. La prime de Robin n'est que 230 millions de berries. On n'est pas puissant parce qu'on est dangereux. On est puissant parce qu'on est puissant. Par contre, on est dangereux notamment parce qu'on est puissant. Sa grande dangerosité par rapport au GM fait qu'il a une prime supérieure à Shanks et à Kaido. Mais sa puissance fait que de base, sa prime est gigantesque. S'il était pirate, Dragon serait empereur. Dans l'arc final, il va certainement combattre 2 amiraux. Il va les combattre et il va gagner. Il va gagner parce qu'il doit gagner. Allez, Gianni, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.